Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orland pour le podcast La Geste d'Orland. Aujourd'hui, nous allons parler de la légende d'Ulenspiegel de l'écrivain belge Charles de Coster. Alors, comment est-ce que je suis tombé sur ce livre? Je suis belge, il est donc tout naturel, vous pouvez penser que je lise des auteurs belges. Eh bien, c'est pas si simple que ça, lorsqu'on connaît la situation en Belgique à propos de la culture belge. Par exemple, demander à des Belges de citer 10 écrivains ou 10 compositeurs belges, eh bien, je suis pas sûr qu'ils y arrivent tous, parce que c'est pas évident. D'abord, définir belge, ensuite, eh bien, de connaître cette même culture. Je vous donne un exemple parmi d'autres, beaucoup de gens citent César Franck comme un compositeur belge. Bah, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, des compositeurs belges, des écrivains belges, il y en a, et des pas mal en plus. Donc c'est assez particulier. C'est propre à la Belgique, c'est parce que, la Belgique, c'est un pays de carrefour, où les gens sont plus tournés vers l'extérieur que vers eux-mêmes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est pas si évident que ça. Après, réfléchissez aussi de votre côté, est-ce que vous lisez les, écrivains de, vos pays respectifs? Pas toujours évident. C'est bien de connaître Victor Hugo, c'est quand même mieux de le lire, hein. Bref, donc je suis tombé sur le livre, un peu par hasard, c'est quand même à l'université. C'est un camarade à moi qui avait un cours sur la littérature. C'était un cours à option et il avait choisi un cours différent de ce que moi j'avais choisi. Et le prof lui avait demandé de lire la première partie de la légende du Lunchpiegel. Je m'intéressais à la littérature et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, je connais pas d'écrivain belge. Allez, on commence. Et donc c'est mon premier écrivain belge, si je dois dire. C'est vrai, quand j'y repense. Qu'est-ce que le livre raconte? Eh bien, l'histoire se déroule au XVIe siècle dans le contexte des révoltes des Provinces-Unies contre les Espagnols. Et ça, c'est intéressant parce que tout de suite, ça vous dit que c'est un roman historique. Et c'est quoi l'histoire? Eh bien, tout est dans le titre. Alors, je vous ai donné la version courte, la légende du Lunchpiegel, mais en fait, il y a une version longue. Alors, la version longue, accrochez-vous, c'est la légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses du Lunchpiegel et de l'âme Hutzak au pays de Flandre et ailleurs. Moi, j'adore les titres à rallonge comme ça. C'est quelque chose que je trouve qui a toujours un petit charme. Voilà. Donc le héros, c'est Till Eulenspiegel. Et tout de suite, ce que je peux dire, c'est que c'est une figure intéressante parce que ce n'est pas seulement une figure littéraire, c'est une figure aussi populaire, folklorique, qui naît d'abord en Allemagne et puis qui va être répandue. Alors c'est dans le nord-ouest de l'Allemagne, et puis aussi dans les Pays-Bas et bah, jusqu'en Belgique aussi. Vous savez que la culture n'a pas de frontières, et donc bah, parfois on a des éléments qui dépassent les frontières actuelles ou ce qu'on connaît et qui voyagent de région en région. Donc Till Eulenspiegel, c'est, imaginez, une sorte de sale gosse qui fait des blagues partout et qui lutte contre, euh, on va dire, les institutions, l'ordre établi. C'est une figure populaire, justement, donc pour le peuple, et une figure normalement plutôt positive. Et ben, on va voir que dans le roman, justement, cette figure, elle va être utilisée d'une certaine manière. Donc, Till Eulenspiegel, c'est le fils d'un charbonnier qui s'appelle Klaas, et ce charbonnier va finir par se faire juger pour hérésie et condamné au bûcher. Et donc, à partir de là, eh bien, Till voudra le venger et va débuter un long voyage avec pour compagnon le gai Lam Hutzak. Alors, l'œuvre est divisée en 5 livres. Et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a une double lecture possible. Il y a une lecture du collectif, bah, c'est le contexte, c'est la guerre des Pays-Bas espagnols. Et puis, on a une lecture de l'individuel. C'est les histoires de Till et de ses compagnons. Vous voyez, les deux sont imbriqués dedans. Alors, je vais un peu résumer plus en détail, livre par livre, et vous allez voir, on va pas rentrer trop en profondeur, vous aurez toujours des surprises. Le livre 1, eh bien, il raconte au départ la naissance et l'enfance de Till, et Till, très important, il naît le même jour que Philippe II. Philippe II, c'est le futur roi d'Espagne,
c'est pas encore Philippe II à ce moment-là, mais c'est celui qui va devenir Philippe II, c'est le fils de Charles Quint. Et Charles Quint, bah, vous savez qu'il a un empire gigantesque, il a des territoires un peu partout. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que d'emblée, l'auteur, donc Charles de Coster, fait de Till et de Philippe II des antithèses. C'est-à-dire qu'ils sont les opposés l'un de l'autre. Till, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de joyeux, c'est un farceur, il est contre l'autorité, il est pauvre, et il est flamand. Philippe II, c'est quelqu'un de mauvais, cruel. Alors attention, hein, je ne parle pas forcément de la figure historique, ça c'est autre chose, mais en tout cas dans le roman. Hein. C'est quelqu'un de mauvais, de cruel, c'est l'autorité, c'est quelqu'un de riche, et c'est un étranger. Ça c'est important de le garder en tête. Till, durant son enfance, et tout au long du roman au fond, il va faire beaucoup de farces. Et attention, c'est des farces parfois un peu dures. Hein. Mais il finit par être puni pour avoir critiqué en quelque sorte l'institution religieuse catholique. Et alors, comme punition, bien, il doit se faire exiler, je pense, pendant quelques années, et surtout, il doit faire un pèlerinage jusqu'à Rome pour y demander le pardon du pape. Alors, c'est intéressant parce que quand on vous dit que vous devez vous rendre à un endroit, ben, c'est prétexte à voyage. Et le voyage, c'est long, et donc il y a des aventures qu'on peut raconter dedans. Et évidemment, le voyage, pour Till, est prétexte à faire beaucoup de farces, et fréquenter beaucoup de jolies filles aussi, parce que notre ami Till, c'est un guéluron. Alors, il a une fiancée hein, qui l'attend au pays, Neil, et donc on voit qu'il n'est pas forcément fidèle à sa fiancée, je le dis quand même, et fiancée avec qui il est lié et avec qui il doit avoir un destin fabuleux. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et la fin du premier livre, ça c'est vraiment atroce. Parce que le premier livre, on sent qu'il y a les prémices de quelque chose, d'une catastrophe qui va arriver, ou de futures catastrophes, mais le ton est très drôlatique. Jusqu'à la fin, où là, c'est vraiment tragique, c'est la destruction de la famille de Till, qui n'a quasi plus d'attache. Parce que je vous dis, son père va être brûlé au bûcher, et on va le voir. Hein. Ça, c'est un moment atroce. Et la mère de Till va mourir aussi. Et donc Till, à la fin du premier livre, il jure de venger ses parents et de délivrer la Flandre des envahisseurs étrangers. Vous voyez, ça commence là. Au livre 2, on retrouve Till et son ami Lam Hutzak. Donc Lam Hutzak, il rejoint Till parce que lui-même, il doit partir en voyage. Pourquoi? Parce qu'il cherche sa femme. Voilà, il a perdu sa femme, il la recherche et il va la retrouver à la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc ils rejoignent tous les deux l'armée des Gueux, l'armée de Guillaume Ier d'Orange. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a des personnages historiques qui fréquentent des personnages anonymes et des personnages populaires dans le roman. Évidemment, les farces de Till continuent contre toutes les autorités, ça c'est intéressant, et le livre se poursuit comme ça. Je vous donne pas de détails parce que je me dis que les farces, vous les connaissez, et puis c'est toujours chouette de les découvrir. Le plus drôle dans les farces, c'est les surprises, moi je dirais. Donc lisez-le et vous verrez bien ce que vous pourrez trouver là. Livre 3, c'est alors un durcissement des affrontements entre l'armée des Gueux et les autorités espagnoles. Parce que dites-vous, pour donner un peu de contexte, c'est un moment où ces provinces unies, en fait, c'est un moment, si vous voulez, où les territoires des Pays-Bas actuels et les territoires de la Belgique actuelle sont unifiés, en quelque sorte, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils veulent quitter justement le giron espagnol. Et évidemment, l'Espagne ne veut pas se laisser faire, et donc il y a des guerres. Et ce qui va arriver à la fin, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il y aura une scission entre le nord et le sud. On aura les Provinces-Unies au nord, et puis donc les Pays-Bas septentrionaux, les Pays-Bas du nord, et puis les Pays-Bas méridionaux, les Pays-Bas du sud, qui restent sous territoire, enfin un territoire espagnol, et qui deviendront la Belgique beaucoup plus tard. Donc on a, livre 3, un durcissement des affrontements, avec l'arrivée du duc d'Albe, qui veut mater les révoltés. Et on va assister notamment alors ça c'est un événement que normalement tous les petits Belges doivent connaître, c'est la fameuse décapitation des comtes d'Egmont et d'Orne, parce qu'ils ont fait confiance au duc d'Albe, ils ont voulu se rendre, et puis bah, ils se sont fait trahir, et puis voilà. Alors, la traversée de Till et l'âme continue, et on a toujours un mélange d'aventures dangereuses
et de scènes burlesques. Dites-vous que ça, c'est quelque chose qui parsème le roman de bout en bout. Livre 4. On continue de lutter pour la liberté. Et là, c'est intéressant parce que Till et Lam vont rejoindre la flotte des gueux de mer. Et là, on a une lutte des mers et des ports. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça change les paysages, vous comprenez? Le fait de voyager, c'est aussi un prétexte à dresser des nouvelles cartes, à dresser des nouveaux paysages. Et le fait que vous ayez un nouveau paysage, ça vous donne une autre couleur, une autre saveur, si vous voulez. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est intéressant parce que Neil, elle est restée au pays, mais elle finit par rejoindre les deux hommes à la mort de sa mère. Et je ne vous ai pas donné un élément très important, c'est que sa mère, c'est pas n'importe qui, c'est une femme qui est considérée comme à moitié folle, à moitié sorcière, qui a fait des prédictions, qui leur a prédit justement un destin fabuleux, et qui a été torturée plusieurs fois, donc il y a beaucoup de souffrance dans ce livre quand même. C'est vraiment les deux sont mélangés, le burlesque et la souffrance. Mais c'est la vie. Je pense que ça illustre bien la vie. Et donc Neil, qui voit que sa mère est décédée, elle n'a plus d'attache non plus, elle va rejoindre son compagnon et son ami Lam. Le livre 5, c'est le dernier livre, c'est intéressant parce qu'il commence avec des tensions entre les provinces du Nord et du Sud, parce qu'elles ne sont pas toutes d'accord. Dites-vous que c'est très compliqué à expliquer, mais en gros, vous avez les provinces du Nord qui sont plutôt protestantes, les provinces du Sud qui sont plutôt catholiques, et les provinces du Sud vont, disons, décider de rester aux mains des Espagnols, accepter ça, tandis que le Nord va devenir indépendant. Et donc il y a une scission entre le Nord et le Sud, et on constate aussi le départ du duc d'Albe. Et alors, en tout dernier, je vous explique pas, vous voyez, ça reste un peu nébuleux, mais parce qu'il faut le lire, je pense que c'est plus intéressant. À la fin, Till devient un personnage mythique, voire mythologique. Et ça, c'est important parce qu'il y a un détail, c'est on pense l'avoir tué, on va l'enterrer, et en fait, il explique que non, tu peux pas me tuer parce que je ne suis pas tuable. À partir du moment où vous êtes un personnage mythologique, vous ne pouvez pas mourir. Ça, c'est intéressant. Ça me fait penser, toute proportion gardée, à un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps, enfin, il y a peut-être 1 an ou deux. C'est un jeu qui s'appelle Black Myth Wukong. Et Sun Wukong, c'est un héros, si vous voulez, chinois. C'est un singe, quoi, si vous voulez, qui a des pouvoirs extraordinaires. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que lui aussi, c'est un personnage mythologique. Et je jouais au jeu et je suis arrivé jusque presque à la fin, où on nous explique que en fait, le personnage qu'on incarne, c'est pas Wukong, ça je le savais déjà, c'est une sorte d'avatar de lui, et que le vrai, le premier, et alors l'auteur nous dit, enfin le narrateur nous dit, Wukong Wukong est déjà mort. Et je vous dis la vérité, j'ai regardé ma femme, on a regardé le truc, on a fait ok, on arrête. On a arrêté de jouer parce que l'idée que Wukong pouvait mourir, c'était pas possible. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant de voir, de construire des personnages, d'en faire des mythologies, et à partir de ce moment-là, ils peuvent plus mourir parce qu'ils deviennent des idées. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Parce que je vous ai raconté un peu le déroulé de l'histoire, mais vous voyez, le déroulé de l'histoire comme ça, c'est pas forcément toujours le plus intéressant. Eh bien, je peux dire d'abord que le livre est très important pour la littérature belge. Par rapport à ses sujets qu'il évoque, par rapport aux personnages qu'il développe, Till, Neil et Lam, ce ne sont pas juste des personnages littéraires, c'est plus que ça. Till, il représente l'esprit de la Flandre. Neil, c'est son cœur qui le représente, et Lam, c'est son ventre. Et donc, ils ne peuvent jamais mourir. Et ça, c'est très fort quand vous construisez des personnages qui ne peuvent jamais mourir et qui représentent presque une nation. D'accord? Alors, attention, quand on dit Flandre, c'est très ambigu. Parce que si vous dites Flandre aujourd'hui, c'est la partie nord de la Belgique. Et normalement, c'est beaucoup plus délimité, beaucoup plus clair. Mais dites-vous que Flandre, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Quand vous parlez de polyphonie flamande, je vais dire un truc, mais j'ai toujours été choqué dans mes cours de néerlandais de voir Roland de Lassus catégorisé comme compositeur flamand. Parce que oui, d'un côté, c'est vrai, mais de l'autre côté, merde, il est de Mons.
C'est un Wallon quand même. Donc, mais je vous dis la vérité, hein, ça m'avait toujours interpellé de voir ça parce que personne n'expliquait justement ce côté-là. Donc quand on dit flamand, ben oui, à l'époque, ça veut pas toujours dire la même chose. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui, ça va? Donc retenez qu'il y a une ambiguïté, ça va? Il y a une ambiguïté même si c'est compliqué parce que, je vais le dire même, maintenant c'est à propos de la langue du livre. Le livre est en français, mais c'est pas un français, on va dire, de France. Charles de Coster, c'est ça pour ça que le livre aussi est très intéressant, outre l'histoire qui est très chouette à lire, c'est qu'il va inventer, hem, un modèle qui essaye de sortir du modèle français. Donc il va, mettre des archaïsmes dans la syntaxe et le vocabulaire du français. Mais rassurez-vous, ça reste compréhensible, hein. Donc, voyez les archaïsmes dans la syntaxe, dans le vocabulaire. On a aussi une grande originalité du style, avec une alternance de burlesque et de noirceur. Ça, j'y ai insisté hein, là-dessus, mais c'est parce que c'est vraiment une force du roman, je trouve. Et ce style et ces archaïsmes, ils ne sont pas gratuits, parce qu'ils permettent d'établir une certaine distance avec ce dont il est question. Parce que il peut être beaucoup plus brutal dans les scènes. Par exemple, la scène de Klaas qui meurt sur le bûcher, c'est traumatisant. Mais vu le français qui est utilisé pour ça, vu aussi le choix de faire un roman historique qui pousse les personnages très loin de nous, eh bien, ça permet de mettre une distance, ce qui rend la brutalité de la scène plus supportable, entre guillemets. C'est un peu paradoxal, hein, mais imaginez la même scène avec quelqu'un qui a des habits contemporains, qui se passe dans quelque chose qu'on connaît toujours, c'est encore plus choquant. Vous comprenez? Donc c'est intéressant, je trouve, aussi ce parti pris-là, et ça vous montre qu'un écrivain, quand il choisit une histoire, eh bien, il doit penser un peu à tout et que, en général, ses choix ne sont pas gratuits, comme on dit. On a aussi dans le livre, ça c'est intéressant, la présence de refrains. Et ça m'avait marqué, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais lu à l'époque. Je vous le cite alors de mémoire, hein, c'est Et les cendres de Claes bâtirent sur son cœur, ou sur mon cœur. Et ça, c'est ce que dit le narrateur ou Till tout au long du roman. Donc en fait, Claes est mort sur le bûcher, donc c'est le père de Till, hein. Eh bien, Till va reprendre ses cendres, il va en faire un sac, et il le portera toujours avec lui, en mémoire, pour garder en mémoire le crime qui a été commis contre son père. Et il redit toujours ça. Les cendres se mettent à battre sur son cœur, etc. J'avais pas compris à l'époque, mais ça m'avait marqué, j'avoue. Donc c'est intéressant parce que ça montre que vous avez des éléments, même si vous ne les comprenez pas, qui peuvent s'imprimer dans votre esprit. Et je pense que c'est ça aussi une des forces de la littérature, c'est de pouvoir dépasser le cadre de la compréhension directe. Aussi, toujours dans la langue, c'est intéressant parce qu'on a la présence de beaucoup de mots flamands. Ça aussi, ça m'avait marqué. Et alors là, en tant que lecteur belge, j'avais trouvé ça drôle parce que, comment dirais-je, c'était un peu bizarre pour moi. Je vous le dis tout de suite. Les mots flamands, ils sont pas partout. Ils sont surtout pour les vêtements, les lieux-dits, les plats, les bières, par exemple, les zwarte bier, par exemple. Ça, il y en avait beaucoup, j'avais retenu. Mais qu'est-ce qui m'avait semblé bizarre, c'est que ces mots flamands, souvent, presque toujours, ils sont tout de suite expliqués en français. Et c'est ça qui était bizarre, c'est que je le lisais en flamand et puis je le lisais en français. Alors, ne pensez pas que je lis le flamand parfaitement, mais bon, j'ai eu pas mal de cours de flamand et donc je peux quand même me débrouiller un peu. Mais donc, pour un lecteur francophone qui ne possède pas le flamand, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Et au fond, c'est une bonne trouvaille, je trouve, pour un lecteur qui n'a pas cette compétence de la langue, vous voyez, de dire en flamand, et puis hop, de le dire directement en français, bah, ça passe. Donc, pourquoi pas, au fond. Le thème central du roman, bah, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est la liberté. Parce qu'il y a une opposition entre le peuple et un pouvoir illégitime. Et c'est intéressant parce que on a le peuple, il est présenté comme naïf, comme un peu grossier, comme un peu idiot. Attention, hein, ça ne veut pas dire que l'auteur a raison, et c'est aussi un point de vue très, très autocentré hein, quand on parle des autres. Mais il y a beaucoup de tendresse pour ce peuple, et surtout pourquoi en fait ce peuple, il se laisse avoir, parce qu'il a une
une confiance aveugle envers les princes et dans le droit. Et ça, c'est intéressant parce que j'aimerais vous montrer un passage ici que j'aime beaucoup, parce que ça illustre bien ce côté-là. C'est euh, Charles Quint, donc c'est au début du roman, Charles Quint qui doit revenir à Gand, et je dois vous le dire, Charles Quint, il est né à Gand, donc c'est un fils de Gand, comme on dit, hein. Gand, c'est une ville en Belgique. Et le statut des villes en Belgique, ça je dois le dire aussi évidemment en préambule, c'est qu'elles ont un statut très particulier, elles ont un statut de ville libre. Et ça, c'est très très implanté là. Et donc, quand le Seigneur arrive et veut enlever ces libertés-là, ben, c'est pas possible. Donc, c'est aussi ce côté-là. Alors, donc, Charles Quint arrive, écoutez bien. En ce temps-là, Gand la Noble refusa de payer sa quote-part de l'aide que lui demandait son fils Charles, empereur. Elle ne le pouvait, du fait de Charles épuisé d'argent. Ce fut un grand crime. Il résolut de l'aller lui-même châtier, car le bâton d'un fils est plus que tout autre douloureux au dos maternel. François au long nez, son ennemi, lui offrit de passer par le pays de France. Charles le fit, et, au lieu d'y être retenu prisonnier, il fut fêté et choyé impérialement. C'est un accord souverain entre princes de s'entraider contre les peuples. Charles s'arrêta longtemps à Valenciennes, sans donner nul signe de fâcherie. Gand, sa mère, vivait sans crainte, dans la croyance que l'empereur, son fils, lui pardonnerait d'avoir agi selon le droit. Charles arriva sous les murs de la ville avec 4000 chevaux. Talbot l'accompagnait, comme aussi le prince d'Orange. Le menu peuple et ceux des petits métiers eussent bien voulu empêcher cette entrée filiale et mettre sur pied les 80 000 hommes de la ville et du plat pays. Les gros bourgeois, dits Hochporters, s'y opposèrent par crainte de la prédominance du populaire. Gand eût pu cependant ainsi hacher menu son fils et ses 4000 chevaux. Mais elle l'aimait, et les petits métiers eux-mêmes avaient repris confiance. Charles l'aimait aussi, mais pour l'argent qu'il avait d'elle en ses coffres et qu'il voulait encore. C'est incroyable, hein, ça. C'est pas mal, hein, comme passage. Et tout y est. Tout y est. Vous avez le dirigeant illégitime qui va essayer de spolier le peuple et la ville qui n'est pas n'importe quelle ville, c'est sa mère, parce que c'est là qu'il est né. Et donc une mère, elle a normalement autorité sur son enfant. Et son enfant, même s'il devient indépendant, il est lié à la mère, la figure maternelle, elle est très forte. Donc rien que ça je trouve que c'est déjà un passage très intéressant. Il y a une autre chose que j'aime bien, et peut-être ça va parler plus à nos amis français, c'est comment il parle de François Ier. Il dit François au long nez. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est tellement habitué à se représenter nos propres souverains qu'on ne sait pas comment les autres les appellent ou comment les voient. Et donc, ça peut avoir un côté de oula, mais pourquoi c'est pas gentil de dire ça? Mais oui, mais François Ier, c'est pas notre allié à l'époque, hein, c'est pas nous, donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Et alors, bon, le côté aussi avec François Ier qui va accueillir Charles Quint, parce que Charles Quint, c'est des puissants, et donc il doit mater la révolte chez lui, parce que l'autre a peur qu'il y ait la même chose. Bah, vous voyez, ça c'est aussi, je trouve, c'est finement observé. Et la dernière phrase, elle est magnifique. C'est Gand, mais elle l'aimait. Voilà, Gand qui aime Charles Quint, mais elle l'aimait, et les petits métiers eux-mêmes avaient repris confiance. Et puis, c'est ça qui est super beau, Charles l'aimait aussi. Ah, mais pour l'argent. Voilà. Et ça vous dit tout du personnage de Charles Quint. De nouveau, ce sont des personnages littéraires ici. Il faut faire attention quand vous lisez des romans historiques. C'est pas l'histoire, c'est un roman. Donc il faut remettre ça en perspective. Ça va. C'est un peu comme les Trois Mousquetaires, hein. C'est les figures historiques dans les romans. Il faut les séparer des figures historiques réelles. Donc, le peuple se soulève contre les serments trahis de respecter les lois des villes de Flandre, ce qui fait qu'ils sont légitimes à faire ça. C'est ça qui est intéressant. Enfin, je dirais aussi, toujours dans les raisons pour lesquelles on peut lire le livre, mais c'est que Till et l'âme, c'est vraiment un duo comique. Et c'est un duo comique qui doit vous rappeler Don Quichotte et Sancho Panza, ou alors Tamino et Papageno. C'est peut-être même un mélange de plusieurs figures comme ça. Vous voyez, Tamino et Papageno, c'est dans La Flûte enchantée de Mozart.
Et Tamino, c'est le prince qui est destiné à faire des grandes choses, des choses très, très importantes, etc. Et Papageno, c'est le petit oiseleur qui est à côté, qui a des désirs simples. Vous savez, il y a l'air très connu avec le pa 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 pa. Et alors parce qu'il rencontre Papageno et Papagena, donc il rencontre sa femme et puis il va pouvoir faire plein de petits Papageno et plein de petites Papagena. Ils sont très heureux comme ça. Donc ça c'est un des airs de la flûte enchantée, très très connu, très très chouette. Donc si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, bah allez-y, hein, écoutez-le. Donc vous voyez, Till et Lam, c'est un duo comique, et en même temps, Till, il n'est pas que d'un ressort comique, parce qu'il défend des valeurs universelles. La liberté, le progrès, la justice, l'indépendance. Donc c'est un personnage qui parfois est ambigu, mais qui est fondamentalement bon en fait. Et en dernière chose, j'aimerais dire que lire de la littérature qui sort de nos habitudes, c'est aussi sortir de notre zone de confort. Et c'est ça ce que fait un personnage comme Till Eulenspiegel. En nous grattant, en nous embêtant, eh bien, il nous oblige à prendre du recul et à réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est un très beau cadeau qu'il nous fait, même si ce n'est pas toujours agréable au premier abord. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.